autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par des changements à la tête de plusieurs institutions de la République, décryptage à suivre. Semaine très chargée au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a procédé vendredi à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement ainsi qu'à celles des membres de son gouvernement. Ce soir, nous vous posons la question: qu'attendent les Ivoiriens de la future équipe gouvernementale? N'hésitez pas à nous appeler pour donner votre avis. Cette semaine également, le Conseil d'État a confirmé les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI et a annulé des votes. Les élections seront reprises notamment à Tiasalé, Goïta-Fla et Oumé. Nos analystes se prononceront. Et en toute fin d'émission, nous évoquerons l'actualité sous-régionale marquée par le report sine die de l'élection présidentielle initialement prévue en février 2024 au Mali. Voilà pour les sujets qui nous attendent ce soir. Avec moi en plateau ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous, chez vous, André Silver-Collan, journaliste éditorialiste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Ça faisait un moment, André, bonsoir et bienvenue. Merci. Tout va bien? Ça va, Dieu merci. Parfait, parfait. Augustin Couillot, journaliste éditorialiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Geoffroy-Julien Kouao, politologue et écrivain, auteur de Faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire, le régime parlementaire et le nouvel ordre politique, également auteur de Côte d'Ivoire, une démocratie sans démocrate, la plutocratie n'est pas la démocratie. Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Ali. Vous êtes un auteur prolixe finalement. J'ai à mon actif 6 essais politiques sur cela. La démocratie en Côte d'Ivoire. Parfait, parfait. Vous nous en direz un peu plus au cours du débat. Docteur Koné Ismaël, enseignant, chercheur en droit privé et criminel à l'Université de Nantes en France. Exactement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Darcy. Merci d'être là. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Merci d'être là, merci infiniment. Professeur Arthur Banga, historien, spécialiste en sécurité et défense. Enseignant à l'université, Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout va bien? Oui, ça va. Parfait, merci messieurs d'être là. Plusieurs nominations ont eu lieu mercredi au plus haut sommet de l'État. Des nominations à la présidence, à la Cour de cassation, à la haute autorité de la bonne gouvernance ainsi qu'à la grande chancellerie de l'ordre national, comme nous le précise dans ce sujet Pierre Dipomela. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du dernier Conseil des ministres, avait annoncé une série de nominations devant précéder le prochain remaniement ministériel. Moins d'une semaine après, le chef de l'État a procédé à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la haute autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la grande chancellerie de l'ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Prochaine étape avant le réajustement technique du gouvernement, l'élection du président du Sénat et la rentrée sénatoriale prévue le 12 octobre prochain.
Et vous êtes déjà près de 2000 à nous suivre en direct dans le live Facebook de l'émission. N'hésitez pas à contribuer. Vos contributions seront les bienvenues. Messieurs, ça bouge au sommet de l'État, ça bouge à la tête des institutions de la République. Que vous inspire cette actualité, André Silver-Conan? Alors, avant de commencer, j'aimerais formuler toutes mes prières et surtout toute ma solidarité pour les Ivoiriens et les Africains qui sont en Israël. Je pense particulièrement à notre collègue et confrère et coreligionnaire Ouattara Lassina, qui est bloqué là-bas avec une 60aine de pèlerins. Je l'ai eu ce soir, avant de venir ici. Toutes nos prières pour eux. Alors, pour moi, le renouvellement, par exemple, de la reconduction, je vais dire, du président de l'inspection générale d'État était totalement inutile. Pourquoi? Totalement inutile parce que le décret qui fixe donc les attributions de l'inspection générale d'État ne fixe pas, ne limite pas les mandats du président. De sorte que, bien qu'ayant été nommé en 2017, il n'était pas utile de le reconduire si tant est qu'on voulait qu'il reste à son poste. Donc, pour moi, c'était une nomination totalement inutile. Alors, il y a des formalité inutile peut-être. Oui, inutile. Il y a des postes, par exemple, pour lesquels il y a des mandats, on va dire, limités. Par exemple, 3 ans reconductibles pour la haute autorité de la bonne gouvernance. Il y a eu un nouveau président, en l'occurrence l'ancien ministre Zorobi Epiphane, qui mérite bien cette nomination. Il y a par exemple le Conseil constitutionnel ou la CEI où les mandats sont de 6 ans. Mais l'IGE, ce n'est pas le cas. Première chose. Deuxième chose... Donc pour vous, c'est une formalité dont on aurait pu se passer. On aurait vraiment pu se passer. D'accord. Deuxième chose, c'est le poste de haut représentant qui, pour moi, est totalement illégitime. On ne sait pas d'où ça sort. Illégitime? Oui, on ne sait vraiment pas d'où ça sort. Haut représentant, d'autant qu'il n'y a même pas de... Vous noterez que le décret ne se fonde même pas sur un article de la Constitution ou une référence quelconque. Et donc, déjà, le vice-président est un haut représentant du président. Le Premier ministre est un haut représentant du président. Je ne sais vraiment pas à quoi va servir ce poste, si ce n'est que de caser quelqu'un pour lequel on ne sait pas très bien où le mettre. Voilà, je pense que le président pense à sortir M. Kafana de la direction, du directoire, de la présidence du directoire du RHDP, et donc lui donne quelque chose pour pouvoir nommer une autre personne là-bas. Mais tout cela, pour moi, n'est pas très utile. Très bien. Professeur Arthur Banga? Oui, je partage un peu. Je pense que constitutionnellement, je passe sous le contrôle de notre constitutionnaliste Maison Geoffroy. Le vice-président a ce rôle de représentant du chef de l'État. Je pense qu'il a deux principales fonctions. Conseiller et représenter le chef de l'État. D'ailleurs, c'était l'argument qui était vanté durant la campagne constitutionnelle, de dire qu'à certains niveaux de représentation du chef de l'État, ce serait intéressant qu'on ait le vice-président. Voilà. Après, du moins, on a déjà quelqu'un constitutionnellement qui représente et de la façon la plus magistrale, parce que je me rappelle le jour de sa prestation de serment, c'est le seul qui a un patron en Côte d'Ivoire. Le seul qui a un seul patron, c'est le vice-président. Donc, après de ce moment, je ne vois pas l'utilité d'avoir un haut représentant du président de la République, sachant que le président de la République, il peut se faire encore représenter par le Premier ministre, par les ministres, par la bagatelle de conseillers qu'il a. Ça donne un mauvais signal dans l'opinion publique. Ça donne trop l'idée de récompenser des potes, en fait. Voilà. Et de trouver des arrangements. Et ça détruit l'image de la politique, ça donne des arguments à ceux qui... Ça détruit l'image de la politique, vous y allez un peu fort, hein? Mais c'est le ressenti que j'ai. Et ça donne des arguments à ceux, justement, qui, aujourd'hui, soutiennent certaines façons macabres de prendre le pouvoir.
La deuxième réaction, le reste, je pense que c'est normal, c'est le président de la République, il a nommé. Je pense comme André que pour Epiphane, c'est l'aboutissement, c'est sa carrière, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie à peu près. Et puis je vais revenir quand même sur la grande chancelière Honoraire pour dire que j'ai vu des polémiques, moi, n'ont pas le sens parce que de toute façon, les anciens ministres, les anciens présidents sont de fait honoraires. On leur rend toujours honneur là où ils sont. Et je pense que le président a voulu juste marquer quelque chose. Et donc, sur tout le reste, il est dans son droit et ça s'est bien passé. Mais je reste quand même un peu sceptique quant à la nomination du haut représentant du président de la République qui, moi, ne passe pas dans l'opinion publique. Alafé Ouakili? D'abord, je voudrais féliciter tous ceux qui ont été nommés ou renommés. Et sous réserve, sous réserve de fouiller à nouveau les tests sur l'organisation de l'inspection générale d'État. Je ne sais pas combien d'années Feu Sangaré Abdourahmane y avait fait pour nous assurer que les tests n'ont pas été remaniés et qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. On pourrait éventuellement revenir sur son observation parce que c'est vrai que le chef de l'État, lorsqu'il parlait, et si on écoutait bien, rien ne présageait que c'est une nouvelle personnalité qui serait nommée. Après la nouvelle nomination de l'inspecteur Wandoli, j'ai réécouté ce qu'il a dit et je crois que quand on écoutait bien, on pouvait bien comprendre que ça pouvait être la même personnalité. Donc il n'y avait pas de surprise. Maintenant, la question est de savoir pourquoi un décret a été pris pour mettre fin à ses fonctions, tout comme un décret est pris pour le nommer à nouveau. Si cette nomination est inutile, que dira-t-on si demain, après avoir démis le Premier ministre, on le nomme à nouveau le même? Voici un cas similaire, éventuellement. Est-ce qu'on dira que c'était inutile de démettre le Premier ministre et de démettre les autres ministres? On pouvait simplement sortir du gouvernement les ministres qui ne seraient pas reconduits et puis laisser les autres poursuivre. Un. De deux, moi je dis qu'il y a déjà des représentants spéciaux du chef de l'État qui ont été nommés ici dans des activités particulières. Peut-être qu'ils n'avaient pas rang de président d'institution. Si de représentant spécial du président de la République à l'UNESCO, à la francophonie, à telle ou telle chose, on passe à haut représentant, bon, je ne vois pas vraiment quel problème ça peut poser. J'ai lu les commentaires qui ont été négatifs dans l'ensemble au niveau de l'opinion publique, mais je crois qu'il est possible d'expliquer cela. Il est possible d'expliquer et puis de comprendre que, comme a dit le chef de l'État, c'était au cours d'une réunion d'un présidium et où la proposition a été faite, ça a été accepté, il y a des motivations. Chancelier Honoraire pour service rendu, on estime que c'est mérité. Je pense que si on considère que Koné Kafana aussi a rendu service à sa façon à la Côte d'Ivoire, pas seulement au RHDP, je pense que ce n'est pas immérité, surtout que ça fait partie des prérogatives du chef de l'État qui nomme aux emplois civils et militaires. Il donne des grades à des militaires, à des généraux qui deviennent chefs d'état-major, super-chefs. Je ne vois pas en matière politique pourquoi, au lieu de simples représentants, parce que oui, chacun de nous est un représentant de l'État, de la nation, chacun est un représentant du chef de l'État, des ministres, des premiers ministres, pas seulement tout cela, même un préfet est un représentant. Mais il y a des préfets hors grade, il y a des ambassadeurs avec des hiérarchies, et je crois que autant les uns peuvent ne pas apprécier, autant d'autres comme nous peuvent ne pas avoir mal à cela, et ça fait partie de la liberté des choses. On accepte. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent que c'est inutile, il faut que ceux-là acceptent que nous, on dise c'est bon. D'accord. Et puis on les quitte. Voilà. Oui, deux choses d'abord. D'abord, concernant le vice-président. En fait, le vice-président, il est le dauphin constitutionnel. C'est son véritable rôle. C'est-à-dire, il est là pour assurer la continuité de l'État
en cas de décès du président de la République, ou d'incapacité, démission du président de la République ou d'incapacité du président de la République. Évidemment, à ce titre-là, il peut à tout moment représenter le président de la République si le président le lui demande, évidemment. Et deuxième remarque, c'est concernant le poste de haut représentant. Bon, évidemment, le président n'a pas encore donné de contenu à cette fonction, donc on est extrêmement prudent. Seulement, c'est une institution qui ne figure nulle part dans l'ordonnancement juridique ivoirien, ni dans la Constitution, ni dans le corpus législatif. Mais attention, le président de la République, n'oubliez pas que nous sommes dans un régime présidentialiste où tout est entre les mains du président de la République et donc il peut à tout moment faire un certain nombre de nominations. Mais en même temps, ça pose un problème d'inflation institutionnelle. Et comme le disait tout à l'heure Alafé, le président de la République est déjà représenté à l'intérieur du pays par les autorités déconcentrées, que sont les préfets, les sous-préfets et les directeurs régionaux des services publics, à l'extérieur par les diplomates. Et donc, venir encore créer un certain nombre d'institutions. Et j'ai l'impression qu'en fait, on veut créer, en plus du développement économique, un développement institutionnel, ce qui me paraît pas trop opportun. D'accord, très bien. Augustin? Moi, je suis de ceux qui critiquent la création de ce poste. Lequel? De poste de haut représentant. Je reconnais que le président de la République a le droit de nommer qui il veut, de créer même des postes. Mais je me dis que j'ai apprécié l'expression de Geoffroy tout à l'heure qui a parlé d'inflation des postes. Institutionnel. Inflation institutionnelle. Et parce que, bon, c'est un peu la même chose hein, quand il y a les communes, les mairies, les communes, les conseils régionaux, et puis on a aussi les ministres gouverneurs. Et bon, parfois, ça fait un peu trop parce qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Bon, il y a le contenu, mais parfois, les régions sont là et puis le développement n'y est pas. Et pourtant, il y a toutes les structures déconcentrées, décentralisées. On a les préfets, on a tous ces Bataclans-là. Donc, mais ce qui m'a gêné aussi dans cette nomination, c'est que le président, il a dit qu'après avoir consulté le directoire du RHDP, voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu déplacé parce que... Pourquoi? Bon, je pense qu'il ne dirige pas l'État en consultation. En fait, il peut consulter le RHDP parce que c'est son parti. Mais venir le dire que c'est après la consultation avec le RHDP qu'il a nommé quelqu'un, ça veut dire que bon, c'est vraiment un groupe. Un groupe, il s'appuie trop, sur son parti. Alors qu'étant devenu président de la République, même étant présenté par un parti, il aurait pu dire « j'ai consulté le président de l'Assemblée ». Le président de l'Assemblée ou l'ancien président du Sénat, que ça ne me dérangerait pas. Maintenant, moi, pour toutes ces nominations, je ne vois pas ce qui a changé. C'est vrai que le président a dit qu'il va nommer, et ça a tenu beaucoup de gens en haleine, mais c'est le même visage. Depuis 10 ans, on a le même visage. Kafana, Henriette Diabaté, même Zoro Epiphane, Balo. Il paraît qu'il n'aime pas bien le bi parce que ça n'est pas sur ses papiers. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Voilà. Donc, Zoro Epiphane, Yua Kofi, dans une institution judiciaire, qui là encore... Mais tous, c'est... Ali Koulibaly. Ali Koulibaly, notre cher aîné dans le journalisme. Donc, mais je trouve que c'est le même visage. Et puis, on a le sentiment que c'est difficile de passer à autre chose. Parce que quand on a les mêmes visages, quand on veut enlever, on veut libérer un poste, on pense à comment repositionner la même personne quelque part. Donc, on ne trouvera pas... Bon, on dit un ancien... Dès qu'on dit ancien ministre ou bien ancien président d'institution, il est déjà positionné dans l'autre jusqu'à peut-être certainement
la fin du régime de M. D'accord. Ouattara. Donc, je pense qu'il faut qu'on nous présente des visages nouveaux pour la suite. D'accord, très bien. Docteur Koné? Je vous remercie, M. Darasba. Moi, je vais rejoindre le professeur Kwao sur la carte de la prudence. À partir du moment où le président de la République n'a pas encore défini, n'est-ce pas, le contenu, les prérogatives, les missions, l'étendue même du mandat du haut représentant, il est peut-être un peu hasardeux de se prononcer sur l'opportunité de la création de ce poste-là. Toutefois, vu l'importance de ces institutions-là dans la consolidation de la démocratie, je ne suis pas étonné que le président de la République s'appuie, n'est-ce pas, sur des personnes issues de son sérail, n'est-ce pas, des personnes qui sont assez proches de lui. Je ne suis pas étonné. Il est important également de rappeler que sur ces différentes nominations-là, il y a quand même 2 postes qui sont séparés du pouvoir exécutif. Je parle de la Cour de cassation, avec le président Kofi, qui est réputé être un magistrat assez rigoureux. Et lorsque M. le ministre Zoro Balo accède, n'est-ce pas, au poste de la haute autorité de la bonne gouvernance, on est dans la continuité de son action au ministère. Et la seule différence ici, qui est pour moi, qui constitue un avantage, c'est que c'est une autorité administrative indépendante de l'exécutif. Donc j'espère tout simplement qu'il aura tous les moyens techniques, financiers et même en ressources humaines pour pouvoir continuer son action de lutte contre, en tout cas son action principale, de lutte contre la corruption. C'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Au regard de tout ça, le fait que le changement à ces institutions-là apparaisse avant le remaniement du gouvernement, on peut estimer qu'on a une sorte d'envie, en tout cas du chef de l'exécutif, de repositionner et de redistribuer certaines cartes. C'est la lecture que je peux faire de la situation. D'accord. C'est aussi votre sentiment, Arthur? Il y aura naturellement un jeu de chaises musicales, puisque certains vont quitter le gouvernement, donc ils seront amenés à être remplacés. Il y a naturellement une sorte de jeu de chaises musicales qui va se faire. Mais je reviens quand même sur ce que j'ai dit. La représentation et le conseil font partie des missions du vice-président. C'est clair, il assure la vacance, mais il fait de la représentation et il fait du conseil. Mais en même temps, Geoffroy parlait de dauphin constitutionnel. Oui, bien sûr, il est dauphin constitutionnel, mais dans ses fonctions, en plus d'être dauphin constitutionnel, il y a la représentation du conseil. Je me souviens très bien de ces débats qui ont eu lieu durant le référendum de 2016. Je vais dire aussi que personne ne nie au président de la République son droit de nommer, mais il y a quand même des sentiments. Je suis d'accord avec Augustin sur ce qu'on dit. On a l'impression qu'on force pour cajoler les gens. Il n'est plus ministre, il faut créer un poste de ministre de représentant. Et là, par exemple, les ministres gouvernants, on a eu le décret, les fonctions, mais comme il le dit, on ne voit rien sur le terrain. Hein? On aura peut-être une fonction de haut représentant. Mais alors, on ne va pas faire le procès des ministres-gouverneurs, parce que quand vous dites on ne voit rien sur le terrain, il y en a qui peuvent vous dire on a réalisé des choses dans nos districts. Moi, j'ai l'impression... Oui, je sais, mais je fais cette précision pour ne pas qu'on fasse le procès ce soir. Un haut représentant, bon, il n'y a pas 10 000 façons de représenter quelqu'un. Mais attention, il ne faut pas confondre un représentant sur des missions spécifiques. Là, le président de la République peut avoir une mission, par exemple, spécifique. Il nomme quelqu'un dans un temps précis, dans un mandat précis, pour une mission précise. Ça arrive. Et vraiment, ce sentiment, il faut bien regarder. Aujourd'hui, on réfléchit tous sur le lien entre la politique et la population. L'une des raisons qui fait que la politique déçoit aujourd'hui, elle n'engage plus aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que c'est tous des potes qui se recasent, qui se casent et qui se recasent. Et ces postes-là, malheureusement, donnent cette impression-là. Et moi, j'en suis un peu déçu. Et dernier point sur lequel je termine, effectivement, le Conseil des ministres, c'est le gouvernement. Je me rappelle une fois des discussions en 1995 entre Bédié et Gbagbo. Quand Gbagbo lui a dit la saisi du PDCI, Bédié lui a répondu, c'est pas le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement. Cette discussion, c'est pas le PDCI qui la pense, c'est le gouvernement. C'est pour ça que dans l'ancienne Constitution, on veut la séparation entre le président de la République et le président du parti. Quand le gouvernement se réunit, c'est l'État. On ne peut pas venir dire à un moment où le gouvernement s'est réuni, j'ai consulté le directoire. Ça fait pas... Pour vous, ça fait mélange de gens. Ça fait mélange de gens, même s'il le fait. Hein, même s'il a le droit de le faire naturellement, il va consulter les gens qui il a plus confiance et c'est le directoire. Le prononcer dans ce cadre-là, je suis bien d'accord avec Augustin, ça peut faire des... D'accord. André? Je fais remarquer que, vous savez, moi, ce que je
je reproche dans cette forme de gouvernance, c'est que les institutions qu'on crée ne renforcent pas notre démocratie. Elles affaiblissent au contraire. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu donc la création du vice-président, du poste de vice-président, qui avait été nommé auparavant. Ensuite, dans la Constitution, il fallait qu'il soit élu. Après, voilà. Mais c'était, je pense, juste pour positionner quelqu'un. Première chose. Après, il y a eu la création du Sénat. Encore une fois, avec cette proposition visant à nommer le tiers des sénateurs, donc positionner encore des gens, il n'y a pas d'idée de renforcement de la démocratie derrière. Et puis, le poste de haut représentant. Alors, comment ça se passe? En général, les structures et les institutions sont créées avant. On leur attribue leurs missions, les attributions, les objectifs et autres sont créés avant. Et donc, quand vous voyez que le poste la personne est nommée avant que le poste ne soit créé, cela veut dire qu'il y a un agenda. Aussi simple que cela. Sinon, le poste de haut représentant aurait été créé auparavant avec un décret, avec les missions, avec les c'est votre lecture. Non, ce n'est pas ma lecture. Non, c'est évidemment votre lecture. J'ai envie de vous poser une question. Oui. Quel est cet agenda, selon vous? Non, l'agenda, il est très simple. Au niveau du RHDP, le président avait expliqué que les présidents d'institutions ne devraient plus diriger le RHDP. Vous avez vu Big Togo qui était parti, voilà. Et donc, ce que je pense, c'est que le président a envie d'enlever M. Kafana de la présidence du directoire du RHDP. Donc, il lui crée un poste pour pouvoir positionner une autre personne. L'enlever à quelle fin? Je ne sais pas, c'est lui seul qui le sait. Mais vous verrez dans les prochains jours. Vous verrez dans les prochains jours. Et ce poste de président, on va dire d'institution, ne colle pas avec l'esprit que le président avait déjà exprimé concernant le poste de président du directoire du RHDP. Donc, sans doute que le président a bien l'intention de l'enlever de là, de positionner une autre personne. Donc, il le nomme à un poste, comme je l'ai dit, totalement illégitime. À la fin? Bon, ils sont revenus là-dessus. Moi, j'avais concédé qu'ils ne sont pas d'accord, que nous, on est d'accord. On devrait s'en tenir à cela. 1. 2. Je pense que lui dit c'est illégitime, moi, je dis c'est légitime. On ne va pas continuer ce ping-pong-là. Ce n'est pas intéressant. Pour le reste, on peut spéculer. Voilà. Mais lorsqu'on a déjà Kafana, qui est président du directoire, et que le directeur exécutif devient président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas continuer d'être directeur exécutif sous les ordres du président du directoire. Il est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une instruction pour demander au président d'institution de ne plus diriger, de ne plus être dans l'exécutif du parti. Le Premier ministre n'était pas un opérationnel, il était vice-président du RHDP ou je ne sais pas quoi. Il devient Premier ministre. Il va faire quoi dans le parti, en dehors du présidium, qui est un peu au-dessus du directoire que dirige M. Kafana? Donc, il faut bien regarder les choses. Et puis, ne pas le mélanger. Maintenant, le ministre d'État Kafana s'occupait déjà des relations avec les institutions. Le chef de l'État peut estimer qu'un membre du gouvernement, un ministre d'État à la présidence, n'est peut-être pas opportun et qualifié pour les relations avec les institutions et estimer que la personnalité qui va s'occuper des relations avec les institutions sort du gouvernement, comme déjà une autre autorité pour la bonne gouvernance avait été créée, de sorte qu'on n'aura plus ce ministère, sans doute. Donc s'il sort la personnalité qui est chargée des relations avec les institutions du gouvernement, pour lui donner un statut de haut représentant, chargé entre autres des relations avec les institutions, en quoi cela est illégitime? En quoi cela est anticonstitutionnel? Personne n'a dit que c'était anticonstitutionnel. Comme avec le Sénat. Comme le Sénat a été mis en place de la même manière en Côte d'Ivoire et il fonctionne, il est entré dans les habitudes 5 ans après. Le Sénat, il y a eu un débat, il a été mis en place sans loi organique. Les gens ont dit qu'il ne fallait pas. Il a été mis en place sur la base des ordonnances présidentielles. Ça a été contesté, mais le Sénat est entré, les tests sont faits aujourd'hui, ça a été voté et puis ça passe.
Donc, moi, je pense qu'on devrait avancer et puis, certainement, voir dans les jours et les semaines à venir ce que tout cela peut donner. Et voilà ce que je peux dire. D'accord, très bien. Geoffroy ? Oui, il faut dire que ce que les uns et les autres disent part d'abord des maladresses de notre Constitution. Vous savez, j'avais écrit 6 mois avant l'adoption de cette nouvelle Constitution que la Troisième République était mal partie. Parce que l'un des acquis de la Deuxième République, c'était de séparer la fonction présidentielle d'avec la fonction de président de parti, pour éviter tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce que fait le président est constitutionnel. Le président ne viole pas la Constitution, il ne fait que respecter la Constitution. Donc il est dans la légalité. Selon la Constitution, il est président de la République, chef de l'État, et il peut aussi diriger un parti politique. La Constitution le lui autorise. Voilà. Et donc c'est ce qu'il fait. Et donc, au regard de tout ça, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de penser à une 4e République. Parce que la 3e République n'est pas bonne. Elle donne trop de pouvoir au président de la République, qui n'est pas président de la République, mais qui est le monarque de la République. C'est le roi de la République. Au regard de ses attributions, qui sont des attributions jupitériennes, quand vous regardez bien la Constitution, le président de la République, en tant que chef de l'État, il est le chef de l'administration. Il nomme les ambassadeurs. Il est le chef de l'armée. Il est tout. Il a même des pouvoirs exceptionnels avec l'article 73. En tant que président chef de l'exécutif, il nomme le Premier ministre. Il préside le Conseil des ministres. Il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a qu'une seule institution en Côte d'Ivoire qui fonctionne, c'est le président de la République. Alors, le bémol, enfin, le danger de cette situation, c'est que, vous voyez, parce que la constitution ivoirienne est un peu semblable à la constitution de la plupart des États africains, hein, surtout francophones. Vous voyez, par exemple, dans le cadre de nos discussions souvent, remarquez bien, lorsqu'il y a une crise politique dans un pays, par exemple un coup d'État, pourquoi très souvent les autres institutions sont paralysées? Parce qu'elles ne fonctionnent pas. Parce que tout se ramène au président de la République. Donc les contre-pouvoirs que devrait être l'Assemblée nationale, le Sénat et les autres institutions n'existent pas. Bon, en général aussi, quand il y a un coup d'État, toutes les institutions sont dissoutes. Non, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la résistance. C'est-à-dire, lorsqu'il y a... Prenez le cas, par exemple, de résistance face aux armes. Mais évidemment, ça peut se faire. Ça peut se faire, on peut résister. Vous voyez, ça fait partie du débat. On ne peut pas résister parce que le président de la République est le seul. C'est la seule institution. Ce que je préconise, que deviennent les militaires. Il faut qu'on dépérisse les attributions du président de la République. D'accord. Très bien. C'est votre proposition, on l'enregistre. Messieurs, nous devons passer au second sujet de cette émission. Rapidement, vous n'êtes pas intervenu, docteur Koné. Si. Non, vous êtes intervenu, mais vous souhaitez un deuxième tour. Les autres l'ont fait, allez-y. Très bien. Non, moi, c'était juste pour revenir, n'est-ce pas, sur la question du Sénat. Je m'étonne encore qu'on se pose aujourd'hui la question de savoir si le Sénat... De l'intérêt du Sénat. De l'intérêt du Sénat, si le Sénat participe à la consolidation de la démocratie. Moi, j'invite simplement tout un chacun de faire un tour lors d'une session du Sénat, de voir le travail qu'ils font, de comprendre réellement ce qu'ils font pour se rendre compte de cette consolidation de la démocratie. C'était juste que je voulais... Oui, effectivement, de ce qui nous revient, il y a des débats souvent houleux au Sénat, hein, des ministres qui vont présenter des projets, et ce n'est pas très évident de passer les textes comme une lettre à la poste, soit dit en passant. Arthur Banga, vous insistez ? Rapidement sur 2 choses. De toute façon, dans la première comme dans la deuxième République, les pouvoirs du président ont toujours été concentrés. Ça posait quand même une question, pour revenir au débat rapidement, ça posait une question de l'hypocrisie derrière. Et ça, je pense que sur ce point, Alassane Ouattara n'a pas tort. Laurent Gbagbo n'était pas président du FPI, mais c'est lui qui faisait le FPI. Donc, est-ce que ça va suffire à dire qu'il n'est pas président, il n'est plus président du parti pour ne plus consulter? Ça, il faut qu'on réfléchisse. Après, il faut regarder aussi dans les pouvoirs qu'on doit enlever au président de la République. Il faut qu'on trouve l'équilibre. Mais je suis bien d'accord avec toi qu'on a un président très fort. Mais c'est aussi le fruit du suffrage universel direct. Quand De Gaulle impose le suffrage universel direct, il veut justement qu'on ait un homme qui soit responsable face au peuple. C'est pour ça qu'il va directement. Mais on peut avoir ce débat. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est assez... Et la question que pose André, je pense que ce n'est pas tant le fait que le Sénat ne fonctionne pas en termes de démocratie. Je pense qu'il a dit, c'est le fait que le président de la République nomme 33 personnes. Et cette nomination et l'ensemble des institutions qu'on a posées, je suis bien d'accord avec lui, avoir un représentant aujourd'hui, ça questionne sur le fonctionnement de la démocratie. André ?
Alors, je ne sais pas si la question de la nomination, enfin de la démission du gouvernement... on l'aborde tout de suite. On l'aborde tout de suite. D'accord, parfait. À la fin, rapidement. Moi, je voudrais passe au dire prochain que de sujet. toutes les façons, pendant longtemps, le président Ouattara, cela n'a pas été très critiqué quand le PDC était dans le RHDP. Ce qu'il a dit dernièrement qui a choqué, en disant qu'il a consulté le directeur du présidium, il a souvent dit... Ça a toujours choqué? Pas tout le temps. Quand le PDC était dans le RHDP, ça choquait pas tout le temps. Il faisait des messages à la nation où il disait Bédié, 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 père son âme, une pensée pour lui. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça fait l'objet des débats, alors qu'il est revenu président du parti depuis longtemps et que, bon, c'est légal, quoi. Voilà. En plus, c'est le parti dominant. On veut qu'il aille consulter qui? PPACI ou le FPI? Mais c'est pas ça le problème. Non, d'accord. Non, mais on laisse à la fin terminer. On veut qu'il aille consulter vous aurez la qui? parole. Juste on après veut lui. qu'il aille consulter qui? PPACI ou autre. N'empêche que peut-être il appelle des gens au téléphone dont il demande les avis sans qu'ils ne viennent le dire en conseil de ministre. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait... Pas dramatiser selon vous. Voilà, qu'il dirige de façon sectaire et qu'il ne consulte pas d'autres personnes de la société civile ou autre. D'accord, Je voudrais, pour terminer, pour dire que Dr Kwao se plaignait l'autre fois d'être seul contre tous. J'ai l'impression que je suis dans ce rôle-là aujourd'hui pour rire. Ah, bon, d'accord. Alors que ça n'a pas été préparé. D'accord, très bien, très bien. Donc, Augustin? Non, c'est moi qui me suis inquiété de cette allusion au RHDP du chef en conseil des ministres. C'est cela? Moi, je pense que le président aurait pu dire qu'il a consulté même les chefs d'institutions. Parce que ça, c'est quelque chose qui sort... Mais ce truc sont RHDP. Non, justement, même s'ils sont RHDP, non, on sait qu'ils sont RHDP, mais ils représentent des institutions. S'il dit même qu'il a consulté le président de l'Assemblée nationale, ça peut donner une certaine légitimité à un poste qui est né comme ça. Vous voulez dire ça peut faire politiquement correct? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'illégitimité, finalement. Oui, ça peut faire politiquement correct, mais je dis, je me sens frustré quand il dit en Conseil des ministres qu'il a nommé à un poste inédit après consultation du directoire ou bien du présidium du RHDP. Ça, c'est une position qu'on a entendue, que vous rappelez. Messieurs, vous le savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé cette semaine, vendredi dernier seulement, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. En attendant la nomination des membres du nouveau gouvernement, de la nouvelle équipe, les Ivoiriens se sont exprimés, ils expriment leurs attentes. Elles portent entre autres sur la lutte contre la cherté de la vie et des actions concrètes à proposer en faveur des jeunes. C'est un sujet de notre reporter Nadia Edja. Messieurs, commentaires et analyses juste après. J'attends à ce que cette nouvelle équipe essaie de tenir les promesses faites par le président en début d'année, qui était l'année de la jeunesse. Parce que l'année de la jeunesse tire à sa fin. Et puis aussi la cherté de la vie. Concernant les postes, il y a des postes qui ont vraiment lieu d'être. Il y a des postes aussi, ministre de la réconciliation. À mon humble avis, il n'a pas sa place dans ce gouvernement. Ce que moi j'attends de ce nouveau gouvernement, c'est d'essayer de parier plus sur la recherche scientifique, sur l'innovation. Parce qu'en tant que développeur, je constate que ce domaine est carrément zappé, quoi. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se repose sur ce qui est déjà fait, mais plutôt ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. On nous a promis que la vie sera moins chère, mais aujourd'hui, tu touches ton salaire, tu ne peux même pas finir le mois avec. Avec la cherté de la vie, tout et tout, le nombre pléthorique des ministères met en mal les ménages. Donc, diminuer les ministères sera mon souhait le plus ardent pour pouvoir combler le vide et pouvoir subventionner le manque à gagner des ménages. Cette nouvelle équipe gouvernementale est attendue en tout cas dans les prochains jours. Messieurs, peut-être que vous êtes dans les secrets des dieux, sait-on jamais. Si vous avez des scoops, en tout cas, c'est le lieu de les sortir. L'objet de ce sujet ce soir, c'est de savoir ce que vous attendez, ce que les Ivoiriens attendent de façon générale de ce gouvernement après la dissolution du gouvernement à Chi 2. Geoffroy Kwao, vous voulez vous lancer? Oui, j'aimerais d'abord faire quelques précisions définitionnelles. Allez-y. Il faut faire le départ, la différence, la dichotomie
entre le changement de gouvernement, le remaniement ministériel et le réaménagement technique du gouvernement. Il y a changement de gouvernement lorsque le Premier ministre est démis de ses fonctions ou lorsqu'il présente sa démission. Évidemment, sa démission ou sa révocation entraîne celle de l'ensemble du gouvernement et on s'attend à ce qu'on ait un nouveau gouvernement. Quant au remaniement ministériel, il renvoie à quoi? Il s'agit ici, pour des besoins de gouvernance, de changer un certain nombre de personnalités au sein du gouvernement et de faire appel à de nouvelles personnalités, tout en gardant le Premier ministre. Et puis, le réajustement technique du gouvernement, c'est ce qu'on appelle souvent les jeux de chaises musicales. C'est-à-dire, on peut dire, bon, le ministre des Affaires étrangères passe à l'éducation nationale, celui de l'éducation aux eaux et forêts, ainsi de suite, ou bien une personnalité démissionne, et un ministre démissionne, et on le remplace. Première précision faite. Deuxième chose, c'est que quelle est la pertinence de la primature subséquemment du gouvernement dans un régime présidentiel? La primature et le gouvernement sont consubstantiels, propres au régime parlementaire. C'est dans un régime parlementaire qu'on a un gouvernement. Parce que dans ce régime, le chef de l'État, s'il est le président de la République, préside. S'il est le monarque, par exemple, un roi, règne. Et le gouvernement gouverne. Il gouverne avec quoi? Il gouverne avec des instruments juridiques et politiques. L'instrument juridique, c'est le règlement. Il est titulaire du pouvoir réglementaire et c'est lui qui a l'initiative de la loi. À l'inverse, à contrario, par opposition, dans un régime présidentiel, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a que des collaborateurs du président de la République. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, quand vous prenez l'exemple des États-Unis, archétype du régime présidentiel, il n'y a pas de gouvernement. C'est pourquoi là-bas, on ne parle pas de ministre. On parle de secrétaire. C'est pourquoi là-bas, on ne parle pas de gouvernement, on parle d'administration. L'administration Bush, l'administration Obama, etc. Et donc, les 15 secrétaires aux États-Unis, c'est constitutionnellement défini, sont, n'est-ce pas, des simples collaborateurs du président états-unien. Et c'est pour cela, dans la Constitution américaine du 17 septembre 1787, dans ces 7 articles et ces 27 amendements, on ne parle nulle part de gouvernement. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la Constitution dispose que, en son article 53, que l'exécutif est composé du président de la République, du vice-président et du gouvernement. Autrement dit, formellement, nous avons un exécutif tricéphale. Mais dans le fond, l'exécutif est monocéphale, en ce sens que c'est le président de la République, article 63, qui est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Article 64, c'est lui qui conduit et détermine la politique nationale. Et donc, de ce qui précède, le Premier ministre et ses ministres ne font que mettre en œuvre ce que décide le président de la République. Ce sont de simples collaborateurs. C'est pourquoi, quand vous remarquez bien, dans les régimes présidentiels africains, par exemple au Nigeria, qui est dans un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Au Bénin, régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Au Ghana, régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Au Sénégal, il n'y en a pas, il y en a un. Au Libéria, s'il vous plaît. Au Libéria, il n'y a pas de Premier ministre. La présence d'un Premier ministre dans un régime présidentiel est une anomalie constitutionnelle. Et d'ailleurs, comme on le voit bien, au regard de la Constitution, le Premier ministre ivoirien n'a pas de véritable prérogative. C'est un prince nu. On respecte votre avis. Le Premier ministre est un prince nu. À la fin, Wakili, ensuite Arthur, à la fin. L'angle... Vous semblez ne pas être d'accord, hein? Oui, l'angle est pertinent. Mais je mets des réserves parce que j'ai souvent fait ce débat. Je mets des réserves sur sa lecture du caractère présidentialiste, essentiellement de la Constitution ivoirienne ou du système ivoirien. Oui, à une seule condition, comme en France, chaque fois que le président a la majorité parlementaire. Ce qui permet à Nicolas Sarkozy de dire que Fillon est un simple collaborateur. Mais on a vu récemment en France, lorsque Jean-Luc Mélenchon rêvait d'être Premier ministre, on a vu comment Macron a des difficultés avec sa majorité actuelle. Chaque fois, il est obligé de prendre le 49-3 pour faire valider ses décisions. On a vu la rue.
On a vu la colère lorsqu'il a fait passer cette décision récemment, parce qu'il a une majorité relative, sa majorité n'est pas absolue. En l'absence d'alliance, il aura un Premier ministre de l'opposition et il sera dépouillé de ses pouvoirs, comme on l'a vu. On a vu Chirac face à Mitterrand, comme on a vu Baladu face à Mitterrand, comme on a vu Jospin, tout puissant, face à ce même Chirac qui était devenu presque une reine d'Angleterre. Et ce que nous avons assisté, à ce à quoi nous avons assisté en Côte d'Ivoire, du fait des crises, avec l'impression d'avoir des premiers ministres forts, notamment Feu Sédou Diarra, notamment Feu Bani face à Gbagbo, et ensuite Guillaume Soro face à Gbagbo, qui paraissaient forts sans avoir la possibilité d'avoir un décret, cette situation, nous y assisterons en Côte d'Ivoire le jour qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale sans forcément changer de constitution. En ce moment-là, vous verrez que le président de la République sera obligé de composer avec un gouvernement et un Premier ministre fort du fait de cette majorité parlementaire. Donc pour vous, ce n'est pas une anomalie constitutionnelle. Ce n'est pas une anomalie constitutionnelle. C'est le jeu politique qui le veut comme ça. Autrement, même les ordonnances présidentielles actuelles que le président a le droit de prendre, elles doivent suivre un circuit. Et elles sont souvent récusées par des députés de la minorité. Mais imaginez que les députés soient majoritaires, ils votent des lois. Et il y a une disposition dans la Constitution qui dit, lorsque une loi est votée régulièrement, même lorsqu'elle n'est pas promulguée par le chef de l'État, le président de la République, elle est exécutoire. Cela signifie que lorsqu'il y a une majorité parlementaire qui est hostile au président de la République et que des lois sont votées, après avoir épuisé tous les recours, plusieurs lectures dans les deux chambres, que le président en exercice, son camp, n'est pas majoritaire, l'opposition fera la pluie le beau temps. Très bien. Et en ce moment-là, le caractère présidentialiste, comme en France, tombera à l'eau. C'est ainsi que les constitutionnalistes et les analystes ont fini par dire que la France a un régime semi-présidentiel, en tenant compte du fait que le Premier ministre peut signer des décrets, en tenant compte du fait que la majorité parlementaire peut imposer sa norme, alors qu'elle serait différente de la majorité présidentielle. D'accord, très bien. Vous aurez tous la parole, ne vous inquiétez pas. Professeur Arthur Banga. OK. Déjà, je vais donner deux expressions qui montrent que dans un régime présidentiel, la première expression, c'est une interview de Alassane Ouattara que vous pouvez retrouver en 2010, quand on lui demande « Et si Laurent Gbagbo gagne les élections ?» Il dit, mais avec le RHDP qu'on a, on va gagner les législatives. Donc Laurent Gbagbo, c'est une reine d'Angleterre, avec la constitution de la Deuxième République et une constitution présidentielle. Je vous donne l'exemple de Mélenchon. Quand il lance sa campagne dans un régime présidentiel, puis ça s'appelle des régimes présidentiels, comme il lance sa campagne pour législative, il dit au peuple, nommez-moi Premier ministre. C'est la campagne, nommez-moi Premier ministre. Gouverner et administrer la différence en langue française, parce qu'il ne faut pas confondre la langue française et la langue anglaise. Justement, en langue française, on dit Bush administration pour government. Il y a une différence. La différence, c'est pas clairement en français. C'est pour ça qu'on parle d'administration coloniale. Parce que tu as administré quand tu n'as rien à décider dans ton administration. Tu as gouverné quand tu participes. Et comme on participe par l'élection législative. Voilà pourquoi, normalement, quel que soit le régime présidentiel, à la fin, il a bien expliqué comment tu fais tes lois quand tu n'as pas la majorité au Parlement. Voilà pourquoi le Parlement, d'une manière ou d'une autre, a la couleur du Premier ministre, a la couleur du gouvernement. Un régime présidentialiste, ça ne veut pas dire que un régime présidentiel, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'existe pas. On a des configurations en Côte d'Ivoire où, dans la plupart du temps, on a la même majorité qui se retrouve chez le président. Quand il parle il nous vend le régime parlementaire comme le plus beau des régimes. Mais il y a des gens qui essaient des régimes parlementaires, ils ne peuvent même pas gouverner. Parce que même la 4e République en France, qu'est-ce que c'est à tuer la 4e République? C'est parce qu'il y a des gouvernements qui font 30 jours. Parce que deux députés peuvent te permettre d'avoir la majorité. On le voit en Espagne, on le voit en Israël, on le voit en Italie. Il faut arrêter ça. D'accord. C'est pas parce que le régime présidentiel est un gouvernement qui n'a pas de gouvernement. D'accord, très bien. Je veux bien terminer dessus. Il a bel et bien un gouvernement. On est dans des configurations où l'expression... D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, pour éviter ça, ils ont trouvé la façon de mettre la législative derrière la présidentielle et le 49-3.
Et c'est ce qui est utilisé, mais le gouvernement il existe, c'est pas un collaborateur. Vous avez 10 secondes, faire le comment. Si l'opposition gagnait au Sénégal les législatives passées, on a vu de justesse, peut-être Sonko aurait été Premier ministre. Peut-être. Et on voit bien comment il aurait emmerdé Macky Sall, je ne sais pas comment il aurait gouverné. Très bien. Voilà. Augustin Couillot? Bon, moi, je voudrais qu'on revienne à la question que tu as posée. Je suis d'accord. J'allais finir par la remettre sur la table, parce que Geoffroy Kouao nous a ramené dans les concepts qui sont somme toute pertinents, évidemment. Mon voisin, mais vous faites très bien, Augustin Couillot, je vous donne un carton vert ce soir, avant même les cartons. Merci de nous ramener à la question centrale. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce gouvernement qui va être mis en place? Vous, qu'est-ce que vous attendez? Je crois que je m'aligne sur les positions majoritaires des personnes qui ont été interrogées dans l'élément. Dans le sujet. À savoir la lutte contre la cherté de la vie. Parce qu'on est étranglé. On est étranglé par la cherté de la vie. J'en ai dit un mot la semaine dernière, mais je pense que comme on est dans le sujet, il faut... c'est comme si on s'était passé le mot la lutte contre la cherté de la vie. Mais je me demande si c'est encore possible. Si c'est encore possible, parce que finalement, ça devient quelque chose qu'on utilise pour appâter, à la limite, l'électorat ou les populations. On a même mis en place un programme pièce Gouv, comme on a dit, où même parfois on transfère de l'argent à une catégorie de population. Les filets sociaux? Oui, on parle de transfert monétaire. Voilà, dans le PS Gouv. Ce sont les filets sociaux, oui. Voilà, on leur donne l'argent directement pour, d'après les gens, relever leur... En général, ce sont les familles vulnérables. Hein. Oui, les familles vulnérables. Ils reçoivent de l'argent de la part du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes tous des familles vulnérables. Ah, mais si... On est tous des familles vulnérables. Donc pour vous, le principal enjeu, c'est la lutte contre la cherté de la vie? Oui, en principe. D'accord, très bien. C'est ce que j'attends de... Parfait. André Silver? Alors, moi, avant d'y arriver, j'aimerais quand même relever que en 2 ans, c'est la deuxième fois que le Premier ministre démissionne ou est démis. À titre personnel, je n'aimerais pas être à sa place. Voilà. Patrick Kachi a été nommé en mars 2021 suite au décès du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. Rappelez-vous, il a fait près de 3 semaines d'intérim avant d'être confirmé. C'était très stressant. En 2022, il a été amené à démissionner. Mais pourquoi? Parce qu'il devrait avoir la nomination d'un vice-président. Alors, à ce moment, on pensait tous que c'était lui qui devrait être nommé vice-président, ce qui motiverait donc la démission. Et puis, il a été reconduit. En 2023, il est démis. Voilà, et il est démis alors qu'on ne lui connaît pas de faute majeure. Alors que les indicateurs, comme le gouvernement lui-même l'a dit, sont au vert. Alors qu'il a quand même gagné les élections, y compris en appelant sa femme à la mairie d'Adzopé, dans sa région, qui est une région difficile, réputée pour Babo. Alors, je n'aimerais pas être à sa place parce que tout cela est très stressant. Ça ressemble, si vous voulez, à un élève qui est dans une classe qui n'est pas bien aimé, mais qui, bon, est le premier de la classe et le professeur principal est obligé de composer avec lui. Non, voyez, je vais vous donner un exemple. Dites-nous. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, avait présenté sa démission, il avait été reconduit automatiquement. Voyez, mais on a l'impression qu'avec Kachi, il y a du stress. Et moi, je n'aimerais pas être non seulement à la place du Premier ministre actuellement, mais aussi des membres du gouvernement. Voilà, pour moi, mettre fin aux fonctions, aussi bien des membres du gouvernement que du Premier ministre, je ne vois vraiment pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité là, maintenant. Sauf
a montré que le président il est très fort et qu'il a le pouvoir. C'est tout à fait normal. Il peut vous nommer tout à l'heure à 21h et puis vous démettre à 22h. C'est son droit le plus absolu. Il a l'opportunité de nomination. Mais je pense que on doit rendre la gouvernance moins stressante. D'accord. Docteur Koné Ismaël. Je vous remercie, M. Darasoba. Tout en revenant à la question principale qui a été posée, il faut peut-être chercher quelques solutions dans les causes même qui président à un remaniement. On a, comme M. Kao l'a dit tout à l'heure, on a la démission d'un membre du gouvernement qui peut pousser, n'est-ce pas, un réaménagement technique, comme ça s'appelle. On a également l'impopularité du gouvernement. Quelquefois, souvent après des contestations sociales, le président peut être amené à changer de gouvernement. Et le dernier cas, ce qui n'est pas le cas du RHDP, je tiens à le rappeler, dans notre cas en Côte d'Ivoire, c'est que ce renouvellement-là, pour moi, correspond à une volonté, n'est-ce pas, de redynamiser, d'apporter un nouveau souffle, en tout cas en remplaçant dans des domaines qui ont été peu exploités, ou en créant peut-être même de nouveaux postes, de nouveaux départements ministériels. Qu'attendent les Ivoiriens? Et cette question-là, elle est importante parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on sorte et qu'on dépassionne la question parce que les attentes des Ivoiriens doivent sortir des chapelles politiques. D'accord? Pour moi, ce gouvernement-là doit répondre aux préoccupations sociales, aux préoccupations immédiates des populations. Cherté de la vie, la crise du logement, des questions sanitaires. Ce gouvernement doit permettre l'accélération de la répartition des richesses, surtout démontrer aux populations que l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est pas qu'infrastructurelle, d'accord? Ce gouvernement doit également être, pour moi, à l'écoute, empathique et réactif. Moi, j'aimerais avoir des ministres qui, au-delà des chiffres qu'on peut avancer, au-delà des chiffres qui démontrent leur performance, j'aimerais avoir des ministres dont les actions soient impactantes et directement sur la vie des populations. On attend également que ce gouvernement soit à la hauteur des défis majeurs, des défis internationaux. Je parle de sécurité, n'est-ce pas? On voit qu'on a des pays voisins qui sont soumis aux pressions des terroristes. Je vois que des efforts ont été faits en Côte d'Ivoire. Moi, j'encourage le président dans ce renouvellement de son gouvernement à continuer sur ces questions-là. J'avance également en demandant que ce gouvernement soit avec plus de femmes et plus de jeunes. Et je pense que les Ivoiriens attendent également ces questions-là. Et un gouvernement qui facilite la célérité du traitement des dossiers dans l'administration. Un gouvernement qui se décharge de la lourdeur administrative. Voilà, je pense que ce sont ces points-là sur lesquels on peut s'appuyer en tant qu'Ivoirien, sans chapelle politique, sans casquette, sans coloration, et attendre et demander, n'est-ce pas, au président de la République, n'est-ce pas, de nous offrir un gouvernement qui puisse, n'est-ce pas, attaquer tout de suite tous ces défis-là. D'accord. Vous allez intervenir, messieurs. Ce sera après cette courte pause que je vous propose à l'instant. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et on poursuit avec le deuxième sujet à l'ordre du jour ce soir, notamment concernant la future composition du gouvernement. Qu'attendent les Ivoiriens de la future équipe gouvernementale? André Silva-Conan? Oui, je pense que ce que de nombreux Ivoiriens, y compris moi-même, attendent donc de cette nouvelle équipe, c'est le sujet majeur qu'on relève de façon constante depuis des années, à savoir que sur le plan macroéconomique, c'est bon, les agrégats sont bons, mais sur le plan microéconomique, il y a des efforts à accomplir, notamment et plus précisément dans le domaine de la répartition des fruits de la croissance. Et ça, il faut des mécanismes, il faut beaucoup plus de réflexion. Et évidemment, cela implique aussi que l'État commence à donner l'exemple par la réduction du train de vie de l'État. Donc, à supprimer tous ces postes que je trouve vraiment illégitimes, comme le haut représentant, comme d'autres postes, il est important que le gouvernement envoie des signaux aux Ivoiriens en leur disant « Oui, c'est vrai, la vie est chère, le carburant a augmenté, on a augmenté aussi l'électricité, mais nous aussi, nous faisons des efforts. » Il est vraiment important que le prochain gouvernement
montre la voie de la réduction de son train de vie aux Ivoiriens. Parce qu'on demande beaucoup d'efforts aux Ivoiriens, et puis en retour, ce sont des postes concrets et encore plus budgétivores. Et voilà, le prochain gouvernement doit montrer l'exemple de la sobriété aux Ivoiriens. D'accord. Geoffroy? Oui, une petite précision, puis je reviens à votre question rapidement. Non, vous avez totalement raison quand vous parlez de la France. Mais attention, la France est un régime semi-parlementaire. Hein, c'est-à-dire que lorsque... Non, pas lorsque... Bon, alors, vous allez me ramener en arrière, monsieur. Geoffroy Kouao, s'il vous plaît. Non, répondons à la question. Les gens nous suivent. Non, les gens nous suivent. Les gens nous suivent, évidemment. France, mais ça va rouvrir un autre débat. Le Parlement peut faire tomber... Le président peut dissoudre le Parlement. Le Premier ministre et son gouvernement sont responsables devant le Parlement. Ils peuvent faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le même régime. Ce n'est pas le cas parce que la configuration ne le permet pas. Qu'attendez-vous? Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? Non, on n'attend rien du gouvernement parce que le gouvernement n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous dis que constitutionnellement, le gouvernement n'a aucune prérogative. Donc vous n'attendez rien du gouvernement? La question, c'est qu'est-ce qu'on attend du président de la République? Et regardez bien la rhétorique de nos ministres. Regardez bien la rhétorique. Ça traduit notre régime politique. Vous n'allez jamais voir en France, ou bien aux États-Unis, un ministre parler, dire non, selon le président Biden, ou bien selon le président Macron, il a dit tant. Or, chez nous ici, nos ministres, lorsqu'ils prennent la parole, à chaque seconde, comme le dit son Excellence le président Alassane Ouattara, comme se dit de temps en temps, comme sous la direction du président Ouattara, selon les directives. Mais ils ont raison. Parce que c'est le président qui définit tout et tu leur dis allez-y, exécutez. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend du président de la République? Parce que le gouvernement n'a pas de pouvoir. Geoffroy Kouao, je vous entends bien. Est-ce que ce n'est pas une façon trop simpliste aussi? Parce que le président de la République, il nomme des ministres qui, pour la plupart, ont des compétences avérées, qui sont force de proposition, qui proposent des projets qui sont validés ou pas par le président de la République avant d'être implémentés. Quand vous dites que le président décide tout et puis ils exécutent, vous savez ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Dans un état de droit, le principe de l'égalité renvoie à quoi? C'est-à-dire que toute autorité ne peut agir qu'en fonction des tests légaux. Or, la Constitution, à partir du moment où la Constitution ne te donne pas ses prérogatives, tu ne peux agir qu'à partir des prérogatives qui te sont et des directives qui sont données par le nommant. Et dans l'espèce, c'est le président de la République. Donc, ce qu'il faut attendre du président de la République, et ce que je pense que les Ivoiriens attendent aujourd'hui, c'est de lutter contre l'inflation due à l'augmentation du prix du pétrole, du baril du pétrole. Et donc, il faut voir comment au niveau du circuit du pétrole, c'est-à-dire de l'extraction, du raffinage, du transport et de la distribution, comment réduire les taxes de l'État pour pouvoir impacter réellement sur le prix à la pompe. Arthur? Désolé, tu vas me permettre une minute de discussion aussi. Non, on l'a dit. Pas 1 minute 30 secondes de discussion. Quel que soit ce que tu veux, si le président n'a pas la majorité au Parlement ici, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. Ça, c'est une évidence. On est dans des configurations où il est là. Mais quand vous entendez, c'est parce que nous, nos gars, ils abusent. Je suis d'accord qu'ils abusent. Mais moi, j'ai déjà travaillé, j'ai fait des réunions des ministres français. Ils te disent comme le président le dit. Mais nous, c'est parce qu'à chaque minute, moi-même qui suis là, si j'ai parlé dans le département d'histoire, j'ai dit comme le professeur Paré, mon chef de département m'a amené. C'est aussi dans notre culture. On doit s'en débarrasser. Sinon, le régime, là, ça existe. Ton patron, là, tu pas. Le président, c'est ton patron quand tu es au gouvernement. D'accord, très bien. Quel que soit le pays, tu vas partir. D'accord, on a passé cette étape. Maintenant, pour revenir sur rapidement, oui, je pense quand même qu'il y a, je suis d'accord en partie avec ce qu'il avait dit sur Patrick Hachi, en stress, mais je pense quand même que le président a démontré qu'il faisait confiance à Patrick Hachi quand même. C'est quelqu'un qui travaille avec le président depuis longtemps. Il était dans tous les gouvernements du président. Il est passé secrétaire général de la présidence, Premier ministre par intérim, Premier ministre 2 fois de fait. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une crise de confiance entre ces 2 personnes. En revanche, je pense que, je suis d'accord avec lui, aujourd'hui, on est en 2023, à 2 ans des élections. On a fini des élections municipales. Pour le président, des élections locales. Ouais. Il est quand même important de réaffirmer son autorité. Surtout que personne ne sait encore s'il dira ou pas. C'est quand même important pour lui. Il dit, je suis le chef, je suis le patron. Et ce message-là envoie quelque chose. Il n'a pas eu d'impopularité, mais attention, trop de popularité peut tuer un Premier ministre aussi. Hein. On l'a vu avec Édouard Philippe. Ça a raté du coup François Fillon, donc un Premier ministre trop populaire qui éteint son président peut aller. Maintenant, je reviens sur le fond de la question. Je pense qu'on est tous unanimes.
tous les gouvernements qu'Alassane Ouattara a nommés depuis son arrivée réussissent dans un domaine qui est macroéconomique, qui est infrastructure, qui est diplomatique, qui est le rayonnement du pays. Ça, il faut le continuer, évidemment. Par contre, on attend des choses. On attend des choses du point de vue social. Aujourd'hui, la crise sociale s'est accentuée avec la cherté de la vie. Hein? C'est une vraie question. Il faut des réponses structurelles. Il n'a pas de l'énergie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence à être un pays producteur de pétrole, par exemple. Comment on fait pour que ça puisse nous arranger? On consomme du riz. On a eu pendant 2 ans un ministère du riz. Comment on fait pour réussir à ça? Hein? Ça, c'est des questions. Je pense aussi qu'il y a la question de l'énergie, puisque faut pour moi élargir notre palette énergétique. Et les énergies renouvelables, notamment le solaire, il y a une politique concernant le mix énergétique, qui est en cours de... Ça, c'est très important à accentuer parce que peut-être les Ivoiriens ne le disent pas, mais c'est des questions qui vont agir sur le coût de la vie. Et moi, je vais aussi ajouter l'éducation. Vous dites ne le disent pas. Est-ce que vous avez le sentiment tous que les membres du gouvernement en Côte d'Ivoire et de façon générale en Afrique ne communiquent pas suffisamment sur les projets qu'ils conduisent? Ça dépend des personnalités, du style de chacun. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même de plus en plus une offensive médiatique parce que les ministres comprennent que l'opinion publique est quelque chose d'important si tu veux rester encore au gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des questions. Je pense qu'il y a des ministres qui ne dorment pas ce soir parce que l'opinion publique s'est saisie de certains de leurs problèmes. Je pense par exemple au problème des BMP, je pense par exemple au problème de la cherté de la vie. Donc l'opinion publique s'est tellement saisie de leurs problèmes qu'aujourd'hui, c'est certainement, avec les ministres qui ont perdu des élections, ceux qui sont le plus sur la... Augustin? Oui, moi, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ce que mon confrère André Sylvain qu'on a dit. Il dit on ne connaît pas de faute majeure à Archie Patrick. Mais c'est celui qui nomme là. Lui, il sait ce qu'il peut reprocher. Mais déjà, ne serait-ce que l'échec de la politique sociale. L'échec de la politique sociale. Le mot échec n'est pas fort. C'est un peu fort. C'est pas Vous pensez que la politique sociale n'a pas marché, n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Mais parce que plus on combat la cherté de la vie, plus la vie devient chère. Et il y a un gouvernement qui s'engage à faire. Donc vous balayez du revers de la main toutes les explications fondées sur les facteurs exogènes? Non. Je ne balaye pas ça du revers de la main, mais un gouvernement a le devoir de travailler à ce que ces facteurs exogènes n'impactent pas durablement sa population. Et parce que si aujourd'hui on dit on ne peut pas s'asseoir pour dire oui, bon, il y a la guerre en Ukraine. Oui, il y a la guerre en Ukraine, mais les Ivoiriens doivent vivre. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Zelensky qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous pouvons faire, ce que notre gouvernement doit faire pour que les populations sentent le moins possible. Quelqu'un a parlé de ministère du riz. Qu'est-ce que c'est devenu? Le ministère du riz. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais pourtant, il y a un problème de riz en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les logements sont de plus en plus chers alors qu'on a annoncé un programme gouvernemental de logements sociaux? Alors qu'aujourd'hui, à Abidjan, il est pratiquement impossible à un fonctionnaire de se loger. Donc, c'est tout ça qui sont des choses que les gouvernements successifs n'arrivent pas à faire. Et que nous, on ne voit pas, certains ne voient pas comme des fautes de gouvernance, mais que le président, qui a peut-être d'autres canaux de formation, peut comprendre que les gens ne sont pas satisfaits de l'action de son gouvernement. D'accord, très bien. À la fin. Si ce qu'il a dit, si on veut écouter Dr Kwao, on dira que ce n'est pas le gouvernement qui a échoué, c'est le président Ouattara. Oui, mais moi, je comprends ça bien. Il faut dire que le chef de l'État, le président de la République, juge des moments et de l'opportunité d'émettre le gouvernement ou de l'appeler à démissionner. Donc, sur la question, il n'y a pas de débat. Et c'est vrai aussi que les observateurs pensaient qu'il y aurait des changements majeurs après la CAN 2023, dont nous parlerons, sur lesquels je reviendrai. Donc, et puis, il y a eu des rumeurs par rapport à ces élections,
et le calendrier a été bousculé. Parce que le chef de l'État, il a une vision, il a quelque chose en esprit. Et on voit bien qu'il y a un ministre qui sort déjà, qui va à la bonne gouvernance. Il y a Ali Koulibaly qui va dans une institution. Il y a une personnalité qui assistait au Conseil des ministres en qualité de ministre auprès du président de la République qui sort. Ça fait déjà beaucoup. Peut-être des ministres deviendront sénateurs. Peut-être le président du Sénat sortira du gouvernement. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ne permettaient pas de les sortir un à un du gouvernement. Et le chef de l'État a choisi peut-être de mettre ce stress sur le Premier ministre. Et puis, il a dit, bon, il a fait des réunions avec le vice-président dont on ne parle pas assez. Ils ont arrêté un chronogramme. Certainement, le Premier ministre a participé à certaines de ces réunions dans le cadre de ce qu'il appelle le présidium, qui rassemble en plus du directoire les présidents d'institutions pour arrêter un certain nombre de choses. Donc, le processus suit son cours. Alors, que faut-il attendre de ce gouvernement qui arrive? D'abord, qu'il permet à la Côte d'Ivoire de tenir ses engagements au niveau de la CAN 2023. C'est dans, on peut même dire 2 mois maintenant. Ouais. On n'a plus le temps. Il faut aller vite. Et voilà. Donc, ce gouvernement doit permettre au pays de relever les défis et puis de rattraper tout ce qui reste. Et le chef de l'État, toute la Côte d'Ivoire se sont engagés. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le 12, on a un rendez-vous important. J'espère que ça ne va pas se faire avec des premiers ministres et ministres gérant les affaires courantes. Les ministres, si, peut-être. Mais est-ce que d'ici là, on n'aura pas un premier ministre? Bon, même si le chef d'État sera certainement présent en personne là-bas. Ensuite, plus de partage et de justice sociale. On parle de succès au niveau de la macroéconomie, des infrastructures. On estime qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez. Il y a toujours des zones qui n'ont pas de route. Il y a toujours des zones qui n'ont pas d'eau. C'est ça, les grandes infrastructures. On dit qu'il y en a trop. Mais il n'y en a pas assez. Tout le monde n'est pas satisfait. Il y a des quartiers, même à Abidjan, pas seulement dans le fin fond. On doit continuer cela. On doit trouver les ressources pour cela. Et en même temps, je souhaite davantage de justice sociale. Il faut un peu plus de partage. Et le président demande aux responsables de partager. Il n'écoute pas souvent. Il est peut-être souvent bon d'arrêter les choses, de ramener chacun à son expression, s'il vous plaît, et puis de faire prendre conscience des efforts à faire. Au-delà, je souhaite que, on l'a oublié, depuis 1 an et demi ou bientôt 2 ans, le dernier dialogue politique. Il ne faut pas attendre les crises. On a demandé de mettre en place un comité permanent de concertation. Ça fera 2 ans que le dernier dialogue politique a pris fin. Je souhaite que ce dialogue politique soit relancé. Nous sommes à 2 ans des élections présidentielles à venir. Il faut aborder, pendant que la situation est apaisée, pendant qu'on sort de cette élection, la prochaine révision de la liste électorale, la question du processus électoral à venir en 2025, cela doit se faire dans des conditions apaisées. Et je souhaite aussi qu'à côté des questions sociales, des questions de justice sociale et des efforts infrastructurels à faire, que la question du dialogue politique soit au cœur de la priorité du gouvernement, ou plutôt du président de la République. D'accord. Très bien. Docteur Koné? Docteur Koné? Oui, je crois qu'il y a... Docteur Koné, allez-y, je vous donne la parole. Oui, très bien. Donc je disais, pour terminer, moi, sur les propositions que je fais, en tout cas sur les attentes des Ivoiriens, il faut beaucoup plus de communication verticale. Des actions de l'État, donc des actions des différents ministères vers les populations, de sorte à ce que les gens arrivent à saisir de plein pied tout ce que l'État essaie de faire. Et il faudrait que ce gouvernement-là, que en tout cas les membres choisis soient rompus à la tâche et rompus à la gestion de la chose publique. Personnellement, moi, j'aimerais voir en Côte d'Ivoire la création d'un ministère de l'économie de la mer, pour saisir toutes les questions, toutes les problématiques de la mer, comme ce qui se fait dans d'autres pays. On a déjà les fondamentaux avec certains secrétariats qui existent. On peut essayer de faire des fusions, mais en tout cas donner plein pouvoir. Tout comme le prochain ministre de l'économie et des finances peut décider de créer un département qui s'occupe de l'économie de la mer. Exactement. Par exemple. Et pour terminer, moi j'aimerais Exactement, il y a une direction générale des affaires maritimes et portuaires, mais pour prendre plus de force, on pourrait créer... Saisir les problématiques internationales. Et pour terminer, moi ce qui me tient à cœur, c'est de voir la religion civile au cœur de ce gouvernement-là. Théorisé par Rousseau, on ne rentre pas dans les détails, mais il faudrait que le respect de la République, des principes de la République, donc de la chose publique, soit au cœur, n'est-ce pas, de ces différentes administrations. D'accord, monsieur, je suis bien embarrassé parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire, alors qu'on doit passer au prochain sujet. Si vous êtes suffisamment conciliant et discipliné, je vous accorde 30 secondes chacun. Oui. André? Oui, moi j'aimerais que le prochain gouvernement insiste vraiment sur les valeurs.
En 2010, c'était, si vous voulez, l'une des objectifs, l'une des promesses majeures du président de la République, du président, sinon du candidat Alassane Ouattara. Les valeurs. La Côte d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens sont en perte de valeurs. Et ces pertes de valeurs ne sont pas seulement au niveau des masses populaires, mais elles touchent les élites, et y compris les élites dirigeantes. Donc, les prochains ministres doivent vraiment porter des valeurs et surtout promouvoir les valeurs. D'accord. Geoffroy, 30 secondes. Petit point. D'abord, non, à la fin, personne ne contre les grands travaux. C'est une bonne chose d'ailleurs. Ce qu'on demande, par exemple, c'est la décentralisation. Parce que tout se fait à Abidjan pour régler le problème de l'embouteillage, mais ça est toujours là. Vous voyez, avec le dernier pont, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous qui sommes à Cocody, nous savons très bien qu'au niveau de Saint-Jean, le matin et à 18h, c'est impossible de circuler à cause du nouveau pont. Donc, vous voyez, c'est venir amplifier le problème que de le régler. Deuxième élément, et donc, sur ce point-là, je pense que la solution est simple, c'est de transférer réellement la capitale à Yamoussoukro et de faire ses grands. Deuxième élément, c'est au niveau de la communication. Non, mais allez, on ne peut communiquer sur ce qui marche. Tout à l'heure, on parle des ponts, mais tout le monde voit, c'est visible, c'est clair, on n'a pas besoin de communiquer dessus. C'est beau, etc. C'est une bonne chose, on est d'accord. Mais quand vous voulez communiquer sur quoi? Il y a l'inflation aujourd'hui. Tout augmente. Le pouvoir d'achat diminue. Les populations ne peuvent plus circuler. Aujourd'hui, le prix du transport. Ce sont des phénomènes qui s'expliquent. Oui, non, mais vous allez communiquer, mais c'est la réalité. Les Ivoiriens vivent ça. C'est-à-dire que, oui. Mais ce que je veux dire... Vous ne pouvez pas venir dire aux Ivoiriens que ça, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Ce qu'eux, ils demandent, c'est que ça impacte. Par exemple, que le transport... déjà commencer à leur dire que le gouvernement ou l'État consent des efforts à tel ou tel endroit... Mais c'est pas suffisant. Ils ne voient pas ça dans leur réalité. C'est quand même un début. Oui, je comprends bien. Non, quand vous expliquez à votre enfant qu'il ne peut plus avoir des souliers bien cirés parce que vous avez contracté un prêt à la banque, que vous devez payer une échéance chaque fin du mois pour son avenir, parce que vous construisez une maison, il comprend. Nous sommes en phase. Ben voilà. Nous sommes en phase. Seulement, je dis, les Ivoiriens vont mieux comprendre lorsque le prix du Baka de Yopougon Sipores à Adjamé Liberté va diminuer. Réellement. Très bien. Arthur, vos 30 secondes 30 secondes, c'est plus pour rigoler. Bon, je suis d'accord sur le fait que l'attente première, c'est autour des questions sociales, mais qu'il faut continuer, ce qui est fait, on l'a dit tous, il faut continuer. Et puis un grand scoop, je peux vous dire qu'à la fin, n'a pas encore été appelé depuis. Tout à l'heure. D'accord, très bien. Monsieur, cette semaine, s'il vous plaît, le Conseil d'État a également prononcé un verdict concernant les élections locales. Il y a eu des recours, évidemment, il y a eu des rejets et des annulations aussi. Annulations les plus rétentissantes, celles de Tia Salé, de Oumé ou encore de Goïtafla. Rapidement, un tour des tables sur la question avant d'aborder l'actualité ouest-africaine. Docteur Koné, un mot là-dessus, sur ce sujet? Oui, effectivement, moi j'aimerais déjà commencer par féliciter tous les candidats qui ont décidé d'utiliser la voie juridique pour porter leur contestation. Je constate également que la CEI a joué son rôle et que le Conseil d'État a effectivement joué son rôle, pas d'arbitre cette fois, mais d'organes qui viennent donner le fin mot concernant les recours et les rejets. Avant de rentrer dans les détails, donc je pense que nous sommes dans la droite ligne de ce qui devait se faire. D'accord. À la fin? Oui, on a vu les annulations. Beaucoup ont constaté que c'est essentiellement des indépendants, mais ce ne sont pas tous les indépendants qui ont vu leur élection annulée. Il y a eu 2 endroits qui ont suscité beaucoup de réactions et commentaires. D'abord Goïtafla et ensuite Tia Salé. Le débat se poursuit et je crois aussi qu'il y aura des délégations spéciales. Et donc les maires sortants ne pourront pas continuer de gérer la commune, dont des équipes seront mises en place par l'administration. On ne peut que souhaiter beaucoup de courage et puis bonne chance aux différents candidats lorsqu'ils partiront à nouveau aux urnes. Mais en même temps, ces annulations ramènent à la question d'un débat sur le caractère définitif des résultats de l'élection municipale et régionale donnée par la CEI. On voit bien que là où il y a eu recours, les conseils municipaux et régionaux ne s'étaient pas installés. Ils ont attendu les résultats du Conseil d'État avant de s'installer. Donc, quand on dit que c'était des résultats définitifs, il se trouve que ces résultats présumés définitifs n'ont pas donné l'opportunité à ceux qui ont été élus d'exercer.
ils n'ont pas pu exercer, ils n'ont pas pu être élus maires et ils n'ont pas pu élire leur municipalité. Ça mène à s'interroger sur aussi d'autres actes qu'ils ont posés. Voilà, et ça nous conduit sur le calendrier qui était très serré, à la réflexion sur le calendrier qui était très sérieux. Il faudra peut-être un peu diluer le temps, laisser tous les recours s'exercer par rapport à d'autres échéances dans les années à venir, dans 5 ans, je pense. Voilà. D'accord, André? Oui, vous noterez qu'il y a au moins 8 communes et une région où les élections vont être prises. Alors, il y a une hérésie démocratique. C'est les conseillers municipaux de ces 8 communes ont participé à l'élection des sénateurs. C'est une hérésie démocratique. D'où la question de la précipitation avec laquelle les sénateurs ont été élus. D'autant que certains sénateurs ont été élus par des conseillers municipaux qui ne siégeront pas forcément quand il y aura une reprise des élections. Le constitutionnaliste est là. Cette question doit être réglée parce que c'est une hérésie démocratique. Première chose. Deuxième chose, prenez Kouibli. À Kouibli, il y a eu invalidation des élections en 2016, lors des législatives. On retrouve à peu près les mêmes acteurs. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a 1 ou 2 personnalités là-bas qui posent problème. Et ça pose le problème que je relève de façon constante depuis, à savoir la responsabilité de ceux qui sont porteurs de violence. D'où je pointe encore la responsabilité de la commission électorale indépendante. Je vais prendre des exemples bien précis. Quand vous prenez par exemple le cas de Ferké, l'on nous dit, d'ailleurs, vous noterez que le Conseil d'État n'a pas encore publié ses décisions, ce qui pour moi n'est pas normal, parce qu'aujourd'hui, il y a un site internet. Le Conseil d'État prend ses décisions à partir de certains motifs, donc qui sont écrits, on peut les mettre en ligne. Donc, on peut les rendre publics. On peut les rendre publics assez rapidement, presque instantanément. Mais c'est aussi, là aussi, une hérésie démocratique. Alors, quand on prenait par exemple le cas de Ferké Sédougou, on dit que, en tout cas pour les motifs que nous avons pu lire, c'est que certains PV non signés ont été compilés par des représentants de la CEI. Quand vous prenez Tia Salé, l'un des motifs de l'invalidation, c'est que une superviseure de la CEI a vidé un des représentants du candidat du RHDP. C'était l'un des motifs. Et donc, les agents de la CEI deviennent des problèmes. Et ça, je le répète de façon constante. Quand vous prenez les décisions de la chambre administrative de la Cour, de la chambre administrative de 2018, vous verrez la responsabilité de certains agents de la commission électorale indépendante. Il y a un problème de compétence. Partout où il y a eu ces invalidations, les personnes qui ont attaqué les décisions, qui ont attaqué les élections, ont aussi porté plainte contre la CEI. Il y a un problème de compétence. Et cela, il va bien falloir qu'un beau matin, on fasse l'audit, pas forcément financier, mais l'audit, je veux dire, organisationnel, l'audit de compétences des membres de la CEI. D'accord. Arthur? Bon, je suis d'accord avec le principe procédural du non-vote, mais après j'ai fait les petits calculs, ça change pas, ça n'impacte pas les résultats. Mais je suis d'accord sur le principe, c'est pas normal que quelqu'un qui n'est pas droit puisse voter. Après, on a eu 8 communes et une région sur plus de 201 communes et 31 régions. On peut donc penser que globalement le scrutin s'est bien passé. Et je pense que les résultats
de ces recours prouve qu'il y a des améliorations à faire. Je suis d'accord avec lui, mais le scrutin s'est bien passé. En revanche, j'insiste, il faut que la CEI fasse son audit. Il faut que la CEI parte au bout. Il faut qu'elle punisse. On a reçu ici le président de la CEI en duplex qui nous a dit qu'un candidat au plateau a tenté de corrompre et que lui, il allait porter plainte. Ça fait près de 2 mois, cette affaire-là est finie. Donc, si un candidat peut tenter de corrompre sans problème, si un candidat peut causer des violences déjà en 2018 et se retrouver encore candidat, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut que la CEI prenne ses responsabilités, que tous ceux qui tentent de la tricherie partent au pénal. Parce que quand vous tentez de corrompre, c'est grave dans une élection. Quand vous incitez à la violence, c'est grave dans une élection. On ne peut pas laisser ça passer par perte et profit. Enfin, dernier truc, je suis d'accord. Moi, j'ai le principe de ne pas commenter les décisions de justice, mais au moins, il faut que le public sache les décisions de justice. Donc, j'implore le Conseil d'État de publier au plus tôt ces décisions. Et puis, j'encourage vivement ceux qui doivent reprendre les élections d'aller à la compétition. Je pense à mon ami Assalé. Je comprends sa colère assez exprimée dans ces jours-ci, mais je l'encourage à refaire une bonne campagne. Je pense que quand on a 1000 voix d'avance, théoriquement, ça doit pouvoir repasser. Geoffroy Kwao? Oui, non. On est obligé d'aller au pas de course. Oui, et je pense que le contentieux fait partie du processus. Hein. Et donc, nous sommes à la phase contentieuse. Le Conseil d'État, juge de l'élection, a rendu sa décision. Dans 3 mois, ou on peut aller jusqu'à 12 mois selon le code électoral, hein, on peut aller jusqu'à 12 mois, organiser de nouvelles élections. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Vous savez, moi, ma plus grande satisfaction lors de ces élections, c'est l'absence de perte en vie humaine. Voilà, et donc j'espère que ce sera la même chose dans tous les cas de figure. Les candidats qui ont vu leur candidature, enfin leur élection annulée, évidemment, ne sont pas contents. Les autres, ceux qui ont fait le recours, évidemment, sont contents. C'est ça le jeu de la démocratie. Ce qu'il faut noter, c'est que ceux qui n'ont pas pu faire acte de candidature lors de la première élection peuvent maintenant le faire. Peuvent le faire. Et ceux même qui ont été candidats, qui ne veulent plus compétir aussi, peuvent le faire. C'est une nouvelle élection. Bien sûr. Et donc, voilà. Okay, très bien. Augustin? Bon, ces élections, l'invalidation de certaines de certaines victoires, ça me peine, notamment pour notre confrère Assalé Temoko, Atia Salé, parce que depuis longtemps, lui, il s'est dit, en tout cas selon ses écrits, qu'il y a quelque chose qui se préparait contre lui. Voilà. Et donc, moi, je pense que il ne faut pas donner le sentiment aux gens qu'il y a quelque chose qui se fait contre certaines personnes. Et voilà. Et donc, bon, je ne voudrais pas être excessif, mais je pense qu'on peut aussi, il faut qu'on critique aussi les décisions de justice. Les décisions, moi, je ne sais pas si quelqu'un qui critique une décision de justice va aller en prison parce qu'il a critiqué. On n'est pas tous d'accord. Même les décisions prises par le Conseil constitutionnel. On a vu ici la façon dont la décision de Yaoundé a été brocardée. En 2010, elle a été violemment critiquée. Voilà. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État, ces décisions, si on estime que elles ne nous conviennent, enfin, elles ne nous conviennent pas, mais je veux dire, si on estime qu'elles ne sont pas très justes, il faut le critiquer pour que le Conseil d'État aussi... pourquoi la plupart des gens qui ont été invalidés sont les indépendants? Est-ce parce qu'ils n'ont pas un appareil lourd derrière eux? J'ai dit la plupart. Donc je vais dire, je ne remets pas en cause leur probité, mais il y a des décisions qui sont parfois suspectes. Docteur Koné? Oui, moi je fais une lecture rapidement. Je fais une lecture un peu différente de la question. J'ai du mal à croire que ce soit un problème de personnes concernant la question des invalidations des victoires. Je vois également qu'il y a des recours, même des candidats de différents partis qui ont été rejetés, il y en a qui ont été annulés, donc je ne pense pas que ce soit une question de personnes. C'est vrai qu'on peut être peiné pour certains candidats qu'on apprécie, c'est le cas pour ma part, c'est personnel ce que je dis, du candidat Assalé Temoko, mais moi je pense qu'il faut exhorter les candidats à se mettre en ordre de bataille assez rapidement. La nation sera
focaliser sur les endroits où les élections seront reprises. Donc à partir de ce moment, je pense que la transparence va y être et on verra et que le meilleur gagne, mais sans violence. D'accord. En tout cas, on scrutera évidemment ces prochaines élections à venir, probablement dans 3 mois ou plus. On le verra et on suivra tout cela pour vous. Messieurs, place à l'actualité internationale, précisément l'actualité sous-régionale, marquée par le report de la présidentielle au Mali. Avant de vous donner vos points de vue, vos décryptages sur cette question-là, je vous propose de voir ce sujet de la rédaction. Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les 2 tours de la présidentielle connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a annoncé le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition au Mali. Les nouvelles dates pour ce scrutin qui va marquer le retour au pouvoir des civils ne sont pas connues. Elles seront communiquées ultérieurement, selon le communiqué. Assimi Goïta foule-t-il au pied les engagements devant les Maliens et la CEDEAO? Les élections législatives non plus ne pourront pas se tenir à date. Elles étaient prévues pour fin 2023. Le vote des députés maliens aura certainement lieu après la présidentielle, puisque le gouvernement de transition au Mali dit laisser aux futures autorités le soin d'établir un nouveau calendrier. Tous ces empêchements seraient dus à plusieurs raisons. Les autorités évoquent l'adoption prochaine d'une nouvelle constitution et la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec une société française Idemia, impliquée selon elle dans le processus au niveau du recensement. Messieurs, vous aurez chacun un seul tour de parole. Vous avez 1 minute pour vous prononcer sur cette actualité. Professeur Arthur Manga. Je pense que les autorités maliennes doivent comprendre que aller aux élections, c'est ce qu'on attend tous pour reprendre une sorte de normalité dans notre relation avec le Mali. On est dans un régime d'exception. Et je suis gentil quand je dis exception. Il est important que ce régime-là prenne fin. Parce que, cette situation n'arrange personne. Dans laquelle le Mali, le Burkina et le Niger se trouvent, ce n'est pas une situation qu'on souhaite. Ce n'est pas une situation que la CEDEAO souhaite. Il faut qu'on arrive à une normalisation, et la normalisation de nos relations. La normalisation de l'Afrique de l'Ouest passe aujourd'hui par la fin. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont au pouvoir. Il faut quand même qu'au bout d'un moment, on puisse organiser des élections. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne tiennent pas leurs engagements avec les Maliens. Ils ne tiennent pas leurs engagements avec la CEDEAO. Et si la CEDEAO se réunit, qu'elle prenne des sanctions, on va encore entendre des gens. J'espère que le report, il a dit, il est bref. J'espère vraiment qu'il est bref. Sinon, ça donne aujourd'hui le sentiment de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Or, la normalisation des relations avec le Mali, et je pense aussi le succès, le développement, le bien-être du Mali, passe par la fin de ce régime d'exception qui paralyse tout le monde, y compris le Mali. Il faut qu'ils comprennent ça au niveau de la junte, qu'ils doivent arrêter ça pour qu'on ait une relation normale avec un régime qui aurait eu l'onction du peuple. Il n'y a rien de mieux, l'onction des armes, l'onction de la rue, la rucratie, le coup d'État ne peuvent pas valoir l'onction du peuple. Voilà. Donc il faut rapidement qu'au Mali, on ait un pouvoir qui va nous permettre d'être tous à l'aise dans notre relation avec notre pays. Très bien, André. Alors, moi, avant de revenir à cela, je tiens vraiment à féliciter les FAMA, les forces armées maliennes, qui ont bouté donc les rebelles d'Anefis. Il faut bien comprendre qu'au Mali, il y a d'un côté les rebelles Touareg et de l'autre côté les terroristes. C'est en réalité trois parties avec la partie gouvernementale. Mais je suis particulièrement fier de l'action des FAMA, même si c'est avec le soutien de Wagner. Mais une chose est certaine, c'est l'une des premières localités qui a été libérée par l'armée régulière et j'en suis content. Parce que dans un conflit, il faut bien que quelqu'un gagne. Quand surtout la négociation, les pourparlers sont au point mort. Bref, en ce qui concerne donc les élections, je pense que ce ne sera pas un report de quelques jours. Sinon, on l'aurait annoncé tout de suite. Je fais remarquer que dans les mêmes conditions, le même pouvoir a organisé un référendum. Un référendum où il y a eu un oui. Et donc, je ne vois pas raisonnablement pourquoi les mêmes conditions ne seraient plus réunies. Alors, cela veut dire qu'il y a un agenda. Il y a un agenda de maintien au pouvoir. D'autant que,
il y a donc cette stratégie de reconquête de certaines localités. On va voir ce que ça va donner. Mais deux, la CEDEAO est totalement fragilisée par rapport au fait qu'au Niger, elle n'a pas pu faire, en tout cas pour l'instant, je pense qu'il faut mettre une croix sur l'intervention militaire. Donc, quand la junte malienne voit cela, elle se dit, dans tous les cas, la CEDEAO s'est décrédibilisée au Niger, ne pourra plus venir mettre son nez dans nos affaires ici, et donc c'est une stratégie de maintien au pouvoir. D'accord. Geoffroy Kwao? Oui, moi, en fait, je ne comprends pas trop bien les priorités définies par les autorités maliennes. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas une élection. Ah non, la priorité, c'est de libérer le territoire malien. Vous voyez, en juin, comme André le disait tout à l'heure, ils ont organisé un référendum. 38%. Il y a un problème de légitimité. Parce que les gens ne comprennent pas une chose. C'est pourquoi nous, les juristes, nous sommes vraiment pointus sur cette chose. Quand vous faites une élection et que le pourcentage, le taux de participation en deçà de 50%, vous n'êtes pas légitime. La légitimité, c'est l'assentiment, sinon de la totalité, du moins de la majorité de la population. Dès lors que vous avez l'assentiment de moins la majorité, vous n'êtes plus légitime. Or là, il y a eu 38%. Deuxièmement, quelle est la légitimité d'une élection présidentielle où certaines parties de la population ne pourront pas voter? Lors du référendum, par exemple à Kidal, à Tessalit et autres, à Ménaka, il n'y a pas eu d'élection. Or, le suffrage est universel. Ce ne sont pas des Maliens. Aujourd'hui, le Mali a un problème de statut juridique. On ne peut pas parler d'État du Mali parce que l'effectivité et l'exclusivité du pouvoir, qui sont les deux attributs de la souveraineté interne, manquent. L'État malien ne contrôle pas l'entièreté du territoire. L'État malien n'a pas l'exclusivité, par exemple, de l'armée. Il y a des forces armées, de diverses forces armées, sur le territoire malien. Donc sur la base qu'aujourd'hui, la priorité, vous pensez qu'il n'y aura pas d'élection? Pour moi, la priorité, parce que ces élections ne sont pas légitimes. D'accord. Vous ne pouvez pas organiser une élection où une partie de la population n'y participe pas. Très bien. Ça n'a pas de sens. D'accord, Augustin. Donc, j'ai fini. La priorité, pour moi, c'est comme André l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, les forces armées maliennes sont aux portes de Kidal. Bon, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. C'est de mettre fin à l'occupation du territoire, revenir, comme il a dit, sortir de la période d'exception. Et en ce moment, quand l'État aura tous ses attributs, quand toute la légalité et la légitimité seront là, en ce moment, on va à des élections pour trouver des autorités légitimes. Parce que l'élection, c'est pour légitimer. C'est pour légitimer et non le contraire. D'accord, très bien. Augustin? Moi, j'espère que le report ne va pas aller, ne sera pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'on n'ira pas... quand on va approcher, disons, janvier 2024, on ne dira pas que, bon, il faut encore un autre report. Dans tous les cas, le report déjà fait n'a pas fixé de date. Donc, on ne sait même pas le léger report, si c'est 1 an ou 2. Donc, j'espère bien pour le Mali qu'on va finir par organiser ces élections. D'accord. La dernière chose, c'est sur l'offensive, enfin les escarmouches entre l'armée malienne et puis la CMA. Je ne sais pas s'ils iront au bout, parce que tout cela, il y avait aussi des conditions. Maintenant, ils peuvent dénoncer les accords qu'ils ont signés. Avec, déjà dénoncé depuis. Non, voilà. c'est pas dénoncé. Non, c'est pas encore officiellement dénoncé. Oui. Non, c'est pas les accords d'Alger. Parce que, vous voyez, l'Algérie, quand l'Algérie aussi a sa crédibilité à jouer dans ces choses-là. C'est un pays frontalier. Donc, ils se sont impliqués dans la signature d'un accord. Si, bon, finalement, on voit que vous avez ne comptez plus sur ces gens-là après pour défendre certaines causes. Donc, j'espère. Mais en plus, c'est des guerres asymétriques. Tu peux occuper une localité aujourd'hui, demain, on va t'en chasser. Parce que l'environnement est lui-même... tu t'installes dans une ville et tout l'environnement, tu ne le contrôles pas. Donc, les militaires même que tu mets dans cette ville-là sont à la portée des canons de l'ennemi. Donc finalement, je veux dire que je ne sais pas si c'est
si le Mali, enfin l'armée malienne Fama ira jusqu'au bout, aller jusqu'à occuper Tessalit ou quoi, ou Kidal, mais bon, je leur souhaite bonne chance. Docteur Collet? Oui, en fait, moi, je ne suis pas du tout étonné de ce report-là. Je veux bien accorder la bonne foi aux autorités de la transition malienne, mais je me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils veulent organiser des élections. Si le docteur l'a rappelé tout à l'heure, on n'a pas le territoire. Un État, c'est donc un gouvernement, une population, un territoire. On n'a pas le territoire. Comment est-ce qu'on peut organiser des élections? Et ce qui me fait peur également, c'est que ce report-là semble correspondre à un schéma classique d'une tragédie romantique. On prend le pouvoir avec les armes, on donne des justificatifs de prise de pouvoir. Ensuite, on a du soutien, voilà, on trouve des personnes pour, faire mousser son action. Et après, on recherche des solutions et des arguments pour reporter les élections. Et ce qui me fait peur, c'est justement pour le... Vous pensez qu'on ira de report en report? J'ai l'impression que ce sera, en tout cas, qu'on va essayer d'aller de report en report. Et le problème, c'est que les populations maliennes souffrent, n'est-ce pas, de cette situation-là. Et mes prières vont justement à cette population-là pour qu'elle puisse tenir. Hein. D'accord. Voilà. À la fin, Wakili? Souhaite bonne chance aux Fama, beaucoup de courage au peuple du Mali. Le report n'est pas étonnant. On a aussi une pensée pour les peuples en Palestine et en Israël, pour montrer que même un État bien organisé a toujours des failles sécuritaires. On souhaite beaucoup de courage aux Fama par rapport à ces deux types de menaces, la rébellion interne qui s'était incrustée et puis les djihadistes violents qui frappent sans raison. De sorte que si on veut atteindre une sécurisation totale au Mali, on est parti, je ne sais pas pour combien d'années. Les militaires eux-mêmes, ils avaient dit 6 ans, 4 à 5 ans. La CEDEAO a refusé. On va arriver à 4 ans, à 5 ans, 10 ans, parce que la récupération de toute l'intégrité territoriale du Mali, je ne sais pas combien d'années ça va prendre. Et lorsque l'armée va s'installer partout, il y aura toujours des petites bandes qui vont prendre certains petits espaces où l'appui aérien ne sera pas suffisant et le temps d'entrée, il y aura toujours des affrontements comme il y en a dans plusieurs territoires. Alors, à quand la fin pour enfin organiser des élections? 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, Dieu sauve le Mali. Arthur? Moi, j'aimerais dire, il y a deux choses. Il y a les groupes djihadistes et il y a les groupes rebelles. Avec les groupes rebelles, il y a un accord soutenu par l'Algérie. Est-ce que la solution, parce que quand on parle de recouvrer l'intégrité du territoire, le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Hein. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc, pour être à Tessalit, à Néfis, à tout ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que la solution, c'est de solliciter l'Algérie, l'Union africaine, pour qu'on arrive à un accord de paix solide qui permettra au moins dans les villes contrôlées par la rébellion d'avoir une sorte d'administration commune, puisque c'est à ça que doivent aborder les accords de paix pour aller à des élections? Ou faut-il emprunter le chemin de la guerre? Si les femmes en ont la capacité, et apparemment elles en ont, si je vous écoute, j'étais un peu déconnecté ces temps-ci, je reconnais, et maintenant si elles ne le réussissent pas, que c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va prendre les élections. Mais quand ils faisaient le coup d'État en 2020, le Mali ne contrôlait pas tout. Quand ils sont venus, ils ont fait le coup d'État en 2020, là, ils ont dit que c'est pour la sécurité. Donc, eux, après 3 ans au pouvoir, ils n'arrivent pas à ramener la sécurité, mais on ne doit pas leur poser des questions. On ne doit pas leur demander d'aller remettre ça devant le peuple. On doit attendre qu'eux, ils finissent. Le régime civil, élu par les Maliens même là, n'a pas eu le temps. On est venu l'enlever parce que justement, ils ne pouvaient pas. Vous êtes venu dire que vous allez ramener la sécurité. Après plus de 3 ans, vous ne la ramenez pas. Et vous bloquez, il faut que vous finissiez la sécurité avant que le peuple choisisse ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas dans ces mêmes conditions, on va dans des conditions pires qu'ils ont organisé le référendum. On était ici, qui a dit que ce référendum n'était pas normal? Pour un référendum qui doit consacrer le renforcement de leur pouvoir, qui doit consacrer le renoncement de l'accord avec la CEDEAO qui dit que le chef de la junte ne doit pas se prononcer, là on peut. D'accord, on ne peut pas. On vous a bien compris, Arthur Banga. Messieurs, préparez vos... oui, d'accord. Juste une précision. Il y a eu déjà les accords d'Alger entre les groupes rebelles Touareg et le gouvernement malien. Tout à fait. Bon, la junte aujourd'hui n'entend pas respecter cela. D'ailleurs, ça va commencer sous Ibeka et donc, conséquence... C'est ça, Ibeka a été le premier à respecter les accords d'Alger. Les rebelles et le gouvernement. Très bien, messieurs, les cartons de la semaine, juste après ceci.
Je vous laisse le temps de récupérer vos cartons, messieurs. Alors, certainement, vos cartons vont aller dans le sens de ce qui se passe entre Israël et l'autorité palestinienne. Alafé Ouakili en a parlé au cours de l'émission. On commence avec vous, Augustin Couillot. Vous avez droit à 2 cartons, rapidement. Bon, le carton... Vous pouvez dire aussi, j'ai pas de carton. Oui, mais bon, je voudrais donner un carton rouge. À qui? À ceux qui se combattent en Israël. D'accord. Voilà, entre le Hamas et l'État israélien. Je ne voudrais pas faire des distinguos, je voudrais condamner... Les violences. Les violences, les deux. En 24 heures, j'ai appris qu'il y a au moins 600 morts du côté israélien. Et on ne compte pas encore réellement ceux qui sont du côté palestinien. Je trouve que ce n'est pas normal. D'accord. Voilà. Très Il faut bien. trouver une solution aujourd'hui. À ce problème éternel. Voilà. On a beau dire, il faut maintenant trouver définitivement une solution à 2 États pour que chacun vive en paix sur ce territoire. D'accord. Geoffroy Kwao? Non, moi, je n'ai pas de carton. Parfait, merci. André Sylvain Conan? Carton vert à pour qui? le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Pour m'avoir choisi pour recevoir la médaille dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale pour les actions que je pose dans les domaines de l'éducation. J'ai été très marqué par ce courrier que j'ai reçu. Carton vert, donc. Et le rouge pour qui? Carton rouge pour la Commission électorale indépendante. De nombreuses irrégularités constatées au cours de ce scrutin auraient pu être évitées si il y avait un mode opératoire bien précis et surtout si les top managers de la Commission électorale s'assuraient de bien former leurs collaborateurs. Carton rouge. D'accord, très bien. Arthur Banga? Donc, je vais commencer par mon rouge. Rouge, au-delà même du conflit israélo-palestinien, on a un monde tout en conflit. Palestine, les régimes Palestine, Ukraine, les coups d'État à répétition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser la sécurité mondiale. L'ONU, le Conseil de sécurité, ces 5 grandes puissances, ça doit être qui sont impliquées dans la plupart du cas dans ces conflits. Or, c'est à elles que reviennent le maintien de l'ordre mondial. Voilà. Mon carton vert, qui sera très culture et très sport. Premier vert, culture pour Kajim. 30 années de carrière, en plus, qu'ils nous ont fait magnifique. Tu les as célébrés hier? Oui, c'était avec NCI comme partenaire. J'ai assisté, c'était une belle fête. Bravo, Kajim, pour tout ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Mon deuxième carton vert, c'est pour le seul club ivoirien qui est revenu en Ligue des Champions, l'ASEC d'Abidjan. Il faut bien noter que ça fait bien longtemps. Le club le plus titré de la Côte d'Ivoire, faut-il le préciser. Et mieux, je précise quelque chose. En plus, André Sylvain Conan a une très belle tenue. Grâce aux performances il arbore le jaune et noir. Mais lui, il a le vert rouge. Grâce aux performances de l'ASEC, oh là là. La Côte d'Ivoire a des chances en fin d'année là, de récupérer ses 4 clubs en Coupe d'Afrique. Et pendant ce temps, il y a un autre club qui, lui, est en train de lutter dans les profondeurs abyssales de la Ligue de... D'accord, très bien. Alafé Ouakili? Bon, voilà, carton vert, vous le faites souvent à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne cessent pas en ville de nous saluer, de nous encourager. Et ce soir, il y a un qui m'a interpellé ce matin avant de venir, une pensée pour lui et puis à tous nos téléspectateurs, les gens de NCI. Et puis, dans le dispositif, malgré les incompréhensions, un carton vert aussi pour encourager le chef de l'État, parce que ce n'est pas évident de démettre le gouvernement, de regarder les gens droit dans les yeux, même s'il nomme des hauts représentants, il y a des petits représentants qui vont sortir, c'est souvent difficile. Il a parlé du stress du Premier ministre, à qui on souhaite du courage et de la chance, et beaucoup de ministres aussi. Donc, pour faire ça, il faut être encouragé, carton vert au chef de l'État pour ça. Carton rouge à la crise, aux crises dans le monde, à ce qui se passe en Israël et en Palestine, en souhaitant que ça ne dégénère pas pour que nos compatriotes... Ah, ça a déjà dégénéré. Je parle des personnes extérieures, des balles perdues, pour que nos compatriotes et toutes les nationalités étrangères qui étaient de passage puissent rentrer au pays rapidement. Et puis une interpellation au niveau de certains agents de sécurité, je ne voudrais pas citer les produits qui souvent vont sur les marchés pour faire des retraits
de certains produits de distribution sans avoir de mandat. Et je pense que peut-être nous aurons l'occasion d'en parler certainement. À d'autres. Voilà. Quand vous avez dit carton vert au chef de l'État, je pensais que ce qui allait suivre, c'était de dire Monsieur le Président, carton vert. Je suis là. Bon, ça dit en passant, juste pour rigoler. Docteur Koné, sur la médaille. On termine avec vous. Déjà, vive la SEC Mimosa. Merci, merci. Vous êtes dans la révélation. Je tenais à accorder ce carton vert-là à tout le personnel de l'université de San Pedro et à sa tête son président, le professeur Meke. Pour le sérieux avec lequel, n'est-ce pas, ils prennent leur tâche. Une université propre, elle est neuve, des étudiants disciplinés qui sont en uniforme, et puis une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Tout nouveau, tout beau. Non, mais dans la volonté, dans la vision même. Un carton jaune pour l'incivisme au volant, sécurité routière. Quand le feu passe au vert, on le voit. On n'a pas besoin de klaxonner. Trop de klaxons à Abidjan. Ah oui. C'est insupportable. C'est insupportable. Bienvenue. Voilà. J'ai envie de vous dire. Voilà. Carton rouge pour toutes les guerres dans le monde. Merci. Et puis, je termine sur le carton vert à toutes les personnes de votre équipe de NCI qui m'ont, n'est-ce pas, permis et qui m'ont accueilli. On est très heureux de vous avoir avec vous. Carton vert à vous, Dr Koné Ismaël, Alafé Wakili, professeur Arthur Banga, Augustin Couillot, dont le neveu n'est pas là aujourd'hui, Geoffroy Kwao, André Silver Kona. Merci, messieurs, d'être venus faire le débat. Ce qu'il faut rappeler, c'est que vous acceptez de confronter vos idées, de venir faire le débat, et c'est à saluer, parce que beaucoup de débatteurs qui acceptent de venir, on n'en trouve pas. Il y en a qui font les débats chez eux, sur les réseaux sociaux, qui critiquent ceux qui viennent faire le débat, mais qui ne viennent jamais. En tout cas, si vous souhaitez faire le débat NCI 360, vous êtes attendus. Il suffit juste de nous contacter. Et puis, évidemment, on se fera le plaisir de vous avoir en plateau. Carton vert à vous, chers téléspectateurs et internautes. Vous étiez un peu plus de 5000 à nous suivre ce soir, notamment sur le live Facebook de l'émission. J'imagine plusieurs millions via le tube cathodique. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.